Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Donc, bienvenue à cette seconde table ronde du cycle de conférences Réparer le monde bâti, qui, après la première table ronde qui a porté sur les questions de la reconstruction post-guerre, post-conflit, portera aujourd'hui sur la question du réemploi à l'heure de la massification. Juste une petite précision importante. Donc, ces tables rondes sont organisées dans le cadre du programme PENS, qui est le Power Europe Narrative for Civic Ecology. Et c'est important de le préciser parce que pour que ce programme puisse perdurer et être généralisé et diffusé, on va vous demander de signer ces feuilles de présence, et notamment pour les étudiants en mobilité, de bien indiquer leur pays de résidence originale, parce que ça permet aussi de justifier de la participation dans l'ensemble du public et de pouvoir reproduire ces événements. Donc je précise quand même que toutes les informations qui figurent restent confidentielles et ne seront pas diffusées. Donc, je vais peut-être passer la feuille. Donc, je passe tout de suite la parole à Philippe Simé pour présenter plus spécifiquement le cadre de la table ronde aujourd'hui. Puis ensuite, on donnera la parole à chaque participant et on essaiera de réserver un temps de discussion à la fin de la table ronde pour que vous puissiez également échanger avec nous. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour cette deuxième table ronde qui, comme vous l'avez vu, est consacrée à la question du réemploi. Vous le savez certainement, le réemploi a longtemps été considéré, en tout cas pendant un certain temps, comme une pratique marginale au sein de la construction. Mais depuis quelques années, il s'est développé, il s'est professionnalisé. Il y a des filières qui se sont constituées puis qui ont continué à se renforcer. Et là, on rentre dans une sorte de deuxième âge, de deuxième temps du réemploi. Et cette dynamique nouvelle, elle pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il faut continuer, comment continuer à se développer et est-ce que ce développement du réemploi implique forcément de la croissance? Est-ce qu'il faut massifier le réemploi? Est-ce qu'il faut augmenter les volumes de matériaux réemployés? La réponse, elle n'est pas évidente du tout parce qu'on est face aussi à des modèles industriels qui peuvent être concurrentiels des filières industrielles du réemploi. Donc voilà, comment se positionner par rapport à ces questions-là? Comment se développer sans perdre son sens, sans perdre son ancrage territorial? Ça pose des questions qui sont à la fois sociales, économiques, politiques. Et puis c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui et pas tellement l'esthétique du réemploi ou le geste architectural autour du réemploi. C'est des choses qu'une partie d'entre vous, vous connaissez déjà. On va plutôt aller sur ce terrain à la fois social, économique et politique. Alors, pour en parler aujourd'hui, je vais vous présenter nos intervenantes et intervenants. Tout à gauche, Hugo Topalov, qui est architecte et ingénieur. Alors, je vais faire une présentation rapide, mais sur le site de l'école, vous avez une présentation beaucoup plus détaillée de leur personne et de leurs activités. Donc, je vous conseille d'aller la regarder. Donc, je disais, Hugo est
est architecte et ingénieur, et il travaille au sein de Bellastock, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une coopérative d'architecture active depuis 2006 dans le champ de l'économie circulaire, et puis tout particulièrement du réemploi. Et au sein de Bellastock, il développe des activités de recherche, de maîtrise d'œuvre et de conseil. Et si vous êtes étudiante ou étudiant dans cette école, vous le connaissez en tant qu'enseignant, voilà, puisque il enseigne voilà, le réemploi à l'école. Juste à côté, Joanne Boachon, qui est architecte de formation, et qui est la fondatrice et la directrice depuis 2016 de Mineka, qui est la première plateforme de matériaux de construction de réemploi en Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, c'est important de comprendre comment aujourd'hui les plateformes fonctionnent, parce que finalement, c'est des acteurs sans lesquels le réemploi ne pourrait pas se développer. Juste à côté de moi, à ma droite, Michael Guéot, qui est architecte et chercheur, et qui est dans l'association Rotor, l'association bruxelloise, donc spécialisée là aussi dans le réemploi des matériaux de construction. Et depuis 2016, il y a une nouvelle branche de Rotor qui s'appelle Rotor DC, qui est une entreprise coopérative qui récupère, reconditionne et vend voilà, des matériaux de construction. Et puis il a coécrit le livre que voilà, certaines et certains d'entre vous connaissent certainement, Déconstruction et réemploi, comment faire circuler les éléments de construction. Voilà, c'est un livre de 2018. Non, c'est vrai? Ah. Enfin, Raphaël Bach, qui est aussi architecte de formation et aujourd'hui co-directeur de l'association Materium, c'est à Genève, et qui est spécialisé dans le réemploi, et donc qui promeut et qui facilite le réemploi, et qui également voilà, gère une ressourcerie en Suisse romande. Donc des actrices et des acteurs français, belges et suisses, voilà, pour réfléchir au développement de la filière réemploi aujourd'hui. Donc, comme pour la dernière fois, on va voilà, donner la parole à l'une et à chacun des intervenants, et puis ensuite, voilà, on leur posera des questions, puis tout à la fin, on ouvrira la discussion avec vous, parce que je suis certain que vous aurez beaucoup de questions. Donc Hugo, je vais te laisser la parole en premier. Il marche ton micro ou Ouais, je pense. Ça fonctionne? Ouais. Super. Écoute, merci Philippe, et merci Philippe et Elisabeth pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Dans les 5 minutes qui me sont imparties pour cette petite introduction, je vais essayer de vous donner mon cadrage, ou en tout cas le cadrage de mes collègues et de moi-même à Bellastock, qui est issu de notre expérience de terrain et de nos activités de recherche, donc sur cette question de la massification du réemploi des matériaux. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est assez simple, c'est qu'il y a seulement 1% des matériaux qui sont récupérés dans des chantiers de démolition et qui connaissent une seconde vie grâce au réemploi. Donc c'est encore une pratique qui est extrêmement marginale. Ceci étant dit, c'est vrai qu'on constate voilà, un foisonnement de nouvelles pratiques autour de ce sujet, l'apparition du réemploi dans l'agenda réglementaire, la naissance de plein d'entreprises et d'associations ou d'agences d'architecture qui travaillent sur ce sujet, parfois qui se spécialisent. Donc il y a clairement une dynamique, mais je voulais juste resituer le débat en disant que la massification, on n'y est pas du tout encore, donc c'est plutôt prospectif aussi, peut-être la discussion qu'on va avoir. Il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, voilà, le réemploi, c'est pas grand-chose. Alors moi, je vais essayer de vous donner ce que nous, on a analysé en termes de position qui existe par rapport à cette question de la massification aujourd'hui et qu'on a essayé d'analyser. Donc il y a un spectre qui est assez large, je vais vous donner les deux extrémités du spectre selon nous. À la première extrémité, on a voilà, ce qu'on peut appeler vraiment la logique de massification du réemploi, qui repose sur 3 attributs principaux. La première, c'est que c'est une position qui essaye de concilier en gros économie circulaire et croissance économique, et qui est assez compatible avec les notions de croissance verte. La deuxième, c'est que
c'est une position qui parie beaucoup sur l'industrialisation, on pourrait dire massive, des procédés de réemploi pour permettre une baisse des coûts, cette fameuse baisse des coûts grâce à la production de masse, si possible à l'appui de quelques organisations et acteurs bien structurés et solidement équipés, et en général sur un nombre assez restreint finalement de matériaux qui se prêtent bien en fait à cette massification industrielle. On pourra peut-être le développer plus loin dans la discussion. C'est forcément des processus qui sont fortement mécanisés et qui souvent s'appuient aussi sur des logiques de normalisation ou de standardisation en fait des pratiques de reconditionnement de matériaux et parfois aussi avec l'aide d'outils numériques. Le dernier attribut, c'est l'incidence que cette position a sur les pratiques de l'architecte, c'est qu'elle tend finalement à amener en fait les architectes à pouvoir finalement choisir sur des catalogues des produits écologiques et les prescrire de manière assez similaire à la manière dont on proscrit on prescrit, le lapsus, on proscrit, à la manière dont on prescrit des produits neufs, sans vraiment remettre en question du coup en profondeur la manière de concevoir des projets, quoi. À l'autre extrémité du spectre, et là c'est plutôt la position que défend Bellastock, que je vais vous décrire, et je pense qu'il est partagé par pas mal d'architectes aujourd'hui, on a un scénario qu'on pourrait appeler plutôt celui de la diversification du réemploi ou de la généralisation des pratiques de réemploi, que je vais aussi essayer de résumer en 3 attributs principaux. Le premier attribut, c'est que, en gros, c'est une approche qui porte justement une vision critique de l'industrialisation et de l'héritage industriel des modes de production dont on est tributaire voilà, depuis un siècle dans ce qui concerne le bâtiment, et qui prend l'industrialisation non pas comme une solution, mais comme une cause en fait des problèmes écologiques que le réemploi est en train d'essayer de résoudre. Donc il y a une sorte de serpent qui se mord la queue là. Le deuxième élément, c'est que c'est plutôt un argument analytique. Il est que quand on regarde vraiment précisément les pratiques de réemploi sur le terrain, que ce soit celles des entreprises qui récupèrent des matériaux, qui les réparent, qui les remettent en œuvre, ou les architectes qui conçoivent avec ces éléments dans les projets, on voit que c'est pas tout à fait adapté ces pratiques à une logique industrielle. Globalement, un matériau de réemploi, c'est un matériau les matériaux de réemploi en général, c'est des matériaux qui se présentent souvent en petite quantité, qui sont disparates, qui sont assez hétérogènes et qui ont vécu, donc qui sont pas du tout des matériaux qu'on rencontre dans l'industrie du neuf, qui se présentent en grande quantité, avec des flux homogènes et qui sont très prévisibles. Et du coup, ça nous fait dire que vraiment, du point de vue pratico-pratique, l'industrialisation de ces pratiques, elle est pas du tout sûre d'être possible, en fait. Et je pense que ça sera développé plus loin dans la discussion. Il y a une définition que moi j'ai retrouvée assez prosaïque dans le Larousse, mais la massification, c'est l'adaptation d'un phénomène à la masse au grand nombre par suppression des caractères différenciés qu'il présentait. Donc ça résume bien, je pense, le propos. Et puis le troisième attribut, alors je vais peut-être un peu m'attarder un tout petit peu plus dessus et finir là-dessus, c'est que cette position, justement, elle dit que que la conciliation de l'économie circulaire et de la croissance est une impasse. Et pour l'illustrer, je vous propose de reprendre les propos d'un économiste qui s'appelle Christian Hansperger, qui a travaillé avec un philosophe de l'environnement qui est Dominique Bourg, et qui en fait essayait de comprendre en termes de métabolisme urbain, donc de flux de matériaux à l'échelle, on va dire, macroscopique, quand est-ce qu'une économie circulaire était pertinente. Et ce dont ils se sont aperçus, alors c'est pas forcément un scoop, mais c'est que dans une économie qui est en croissance, donc en croissance économique, mais c'est pareil qu'être en croissance de consommation de flux de matière, parce que ces deux indicateurs sont corrélés, vous avez beau être dans une économie circulaire, on va dire parfaite à 100%, tant que l'économie est en croissance et que la consommation des flux entrants est en croissance, vous ne résoudrez jamais la question du prélèvement des ressources naturelles et de la diminution du coup de la consommation de matière de nos sociétés. Donc eux, ce qu'ils concluent, donc ça s'applique évidemment totalement au réemploi, c'est que l'économie circulaire n'est pertinente que si, alors eux ils appellent ça l'économie permacirculaire, mais en gros que si elle s'inscrit dans un régime économique stationnaire, on pourrait dire. Ce qui implique d'ailleurs une décroissance préalable pour arriver à ce régime stationnaire si on regarde l'état de notre économie actuelle. Donc ça que je pense c'est important de le recadrer parce que souvent, quand le réemploi il n'est pas associé à d'autres approches complémentaires, il peut vraiment amener à des impasses, voire à des contradictions. Et il faut faire vraiment attention, à mon avis, à ces éléments.
voilà, alors il y a même des effets rebonds qui peuvent être encore plus indésirables liés au fait de faire du réemploi dans une économie en croissance. C'est carrément que le réemploi justifie ou cautionne ou apporte ouais, voilà, une caution à la croissance. Et là, je vous renvoie aux travaux vachement intéressants de Flore Berlingen, qui a étudié l'industrie du recyclage, notamment des plastiques, et qui a en gros montré que le recyclage était un super argument pour les industriels pour continuer justement à produire, et surtout qu'il n'avait aucun impact, encore une fois, sur la quantité matérielle des consommations de plastique aujourd'hui, malgré le fait que les taux de recyclage sont intéressants et importants. Voilà, donc évidemment, là, je vous ai décrit les deux extrémités du spectre. Il y a plein de nuances entre ces extrémités et il y a plein de compromis qui essayent de nouer ces deux approches. Mais globalement, à mon avis, c'est dans ce cadre-là qu'on se situe. Et peut-être, si j'ai encore une minute pour finir, voilà, nous, on pense à Bellastock et notamment, c'est important peut-être de dire dans une école que le réemploi, pour nous, c'est avant tout, en fait, une manière de révéler tous les problèmes et les dysfonctionnements et les contradictions qui sont dans le système de la construction aujourd'hui et dans la manière dont on fait de l'architecture. Et on peut le comparer un peu à un bug informatique. Il y a un gars qui s'appelle Marcello Rosati, qui est un philosophe en gros du numérique et qui dit que le bug informatique, il est super utile parce qu'il nous oblige à comprendre en fait ce qu'il y a dans le système derrière quand le bug arrive et que tout se bloque. Et le réemploi, pour moi, c'est un peu pareil. C'est une sorte de bug qui arrive dans la construction. Parce que si vous essayez de faire du réemploi aujourd'hui, vous verrez que c'est galère. Il y a l'économie, il y a la prévisibilité, il y a les règles. Et en fait, faire du réemploi, en fait, ça met en lumière tous les fonctionnements un peu invisibilisés ou occultes que naturellement, en fait, on a intégrés sans le savoir quand on fait de l'architecture, mais en fait, qui sont pas du tout si évidents que ça et qu'on peut remettre en question justement avec le réemploi. Donc c'est là aussi sa force à la fois critique, mais aussi son potentiel pédagogique pour essayer de montrer un petit peu comment les choses se déroulent et comment on peut les transformer, quoi. Merci Hugo. C'est peut-être justement sur cet aspect pédagogique que j'aimerais rebondir. Au fait, cette conscience politique que tu décris est arrivée somme toute assez tardivement, on peut dire. Enfin, elle n'était pas présente forcément beaucoup dans les discussions au départ sur la question du réemploi. Enfin, tout au moins pas avec autant de relief que tu mets. Et avec Bellastock, vous organisez voilà, de nombreux événements justement pédagogiques, des ateliers, des festivals. Et est-ce que cette dimension de l'éthique du travail est discutée avec les étudiants et les maîtres aussi, les maîtres d'ouvrage, et comment on arrive justement à le mettre en avant dans le travail de valorisation de réemploi? Ouais, alors encore une fois, je pense que ce qui est intéressant dans le réemploi, c'est vraiment pas du tout de le considérer comme une sorte de solution à un problème, mais encore une fois comme une matière en fait à réinterroger nos manières de faire. Et c'est vrai que pour les étudiants, c'est aussi une manière de se réapproprier des questions constructives. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce sujet-là, puisque le réemploi, on va retourner à des questions proprement matérielles. C'est quoi un matériau? Comment est-ce qu'on l'appréhende? De quoi il est constitué? Comment il a été fabriqué? Comment on peut le remettre en œuvre? Et donc, c'est un peu un prétexte aussi pour nous, en tout cas dans le cours qu'on donne ici, à réintroduire les étudiants en architecture, surtout à des notions qui ont un peu été délaissées, faut se le dire, qui sont celles de la construction vraiment et des compétences constructives, et de regarder qu'est-ce qu'il peut y avoir comme éthique justement dans la construction à travers ce sujet-là. Après, j'ai l'impression que l'éthique, c'est quelque chose qui amène des étudiants engagés, voire militants, à s'intéresser à ces sujets-là, mais que très vite, on se rend compte que c'est intéressant de les dépasser et de regarder derrière voilà, ce qui peut apparaître comme des bonnes intentions ou des volontés qui sont carrément légitimes, mais de changer la manière de faire, aller dans les détails en fait et dans la manière profonde et concrète de comment ça se confronte au terrain et au réel, quoi. Et donc encore une fois, je pense que la question du réel, elle est vachement importante dans le sujet du réemploi, et que reconnecter les étudiants à des choses vraiment très concrètes, c'est quelque chose, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois avec les retours que j'ai, qui intéressent vraiment les étudiants, qui après voilà, vont être confrontés à des situations qui sont réelles et qui s'intéressent à savoir comment ça se passe dans ces cas-là, quoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Joanne Boichon, je suis la directrice fondatrice de Mineka, qui est une association et dont l'une des activités est la collecte et la redistribution de matériaux de réemploi. Et je vais vous parler d'une vision plutôt beaucoup plus pratique et moins philosophique qu'Hugo. Donc moi, à la base, je suis architecte et j'avais envie de concevoir avec des matériaux de réemploi, mais il n'y avait pas d'endroit où se fournir en 2016. Donc c'est comme ça que l'idée a germé de créer une matériothèque. Et aujourd'hui, après 9 ans d'expérimentation, on est souvent confronté à de multiples problèmes qui aujourd'hui restent des freins à l'émergence ou en tout cas à la facilitation du réemploi dans la pratique des architectes. Et on observe aussi que beaucoup de clichés sont véhiculés. En fait, nous, quand on a démarré, ça a été très difficile parce que le réemploi, c'était... Aujourd'hui, c'est toujours émergent, hein, mais ça se faisait pas salle comble comme aujourd'hui. Sur Lyon, il y avait personne qui en faisait. Et donc, du coup, on a vraiment commencé à collecter des matériaux et à les peser avec des pèse-personnes que vous pouvez avoir dans vos salles de bain. Et on a expérimenté ce qui marche, ce qui marchait pas, en revendant les matériaux. Et notre argument pour se faire connaître, à la base, on disait que les matériaux de réemploi, c'était moins cher. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on est revenu sur ce faux ami, parce que en fait, la logistique du réemploi, le déploiement d'une filière de réemploi, ça coûte extrêmement cher. Le foncier coûte extrêmement cher. Donc nous, par exemple, on a un local de 700 mètres carrés dans une ZAC QPV à la Soie à Villeurbanne. Et en fait, on est sponsorisé par notre métropole qui nous met à disposition notre lieu à prix solidaire. Et depuis quelques années, en fait, on a une injonction de certains politiques publiques à être viable économiquement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire viable économiquement? Moi, je sais toujours pas. Est-ce que Air France, qui chope 7 milliards d'euros juste après le Covid, est viable économiquement? Je sais pas. Donc, on est poussé en fait à toujours faire de la croissance, en effet, à démontrer que le réemploi c'est moins cher. Or, c'est pas le cas. Et derrière tout ça aussi, et tout cet imaginaire très très beau qu'on voit dans les livres, qui sont sur les pages Insta, etc. Ce qu'on dit un petit peu moins, c'est que collecter et développer une filière de réemploi, c'est un petit peu moins sexy. C'est compliqué, c'est difficile, c'est lourd, on se casse le dos. Faut mettre en place toute une logistique avec des machines, une machinerie. Enfin, en gros, c'est être logisticien. C'est conduire des gros camions, c'est décharger de la matière à la main, c'est se mettre des écharpes dans les doigts. Et c'est pas si sexy que ça. Et c'est intéressant aussi se confronter à ça. Et en fait, on a beaucoup d'étudiants en archi qui viennent nous voir, un peu avec ce fantasme-là de se demander, de se dire, je vais faire des projets magnifiques avec des portes de réemploi comme le très célèbre pavillon circulaire d'Encore Heureux. Et en fait, au début, on les prévenait pas trop, et puis après plusieurs écueils et des centaines, on va dire, de jeunes étudiants, maintenant on prévient que en fait c'est compliqué, c'est difficile et que ça va être fatigant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête et de se dire que c'est physique et derrière la matière, en fait, c'est un peu comme quand vous mangez une tomate. En fait, vous allez l'acheter au supermarché. Si vous la voyez pousser, vous avez plus. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, d'avoir un petit peu plus de respect pour cette tomate. Et c'est un peu pareil avec les matériaux. En fait, nous qu'on collecte, on sait d'où ils viennent, on galère à aller les chercher. Et autre chose, on est aussi beaucoup poussé maintenant avec la législation, le fait que le réemploi est en train d'être un peu la nouvelle mode maintenant dans les appels d'offres, etc. On est énormément sollicité par
par des grands groupes, des grands promoteurs pour capter des gisements qui ont été diagnostiqués par des diagnostiqueurs PMD et qui ne sont pas contents quand on leur dit non, vos matériaux ne sont pas terribles. Et en fait, il y a un peu ce risque-là de tout le monde se met à faire des diagnostics PMD parce que c'est obligatoire, et on diagnostique des éléments qui sont peu qualitatifs, et les maîtrises d'ouvrage après se disent en fait la plateforme Mineka, ils peuvent pas récupérer, ils sont nuls parce que c'est une association, et du coup faudrait que ce soit une vraie entreprise viable économiquement. Mais néanmoins, en fait, cette matière, ces matériaux sont pas forcément qualitatifs. Donc là, par exemple, pas plus tard qu'hier, on nous a proposé de collecter 350 baignoires issues d'une déconstruction d'un ensemble de logements sociaux. Et certes, peut-être que ces matériaux sont encore, pour une partie, réemployables, mais il n'y a encore pas suffisamment de demandes. Et tout le monde est OK pour envoyer sa matière être collectée, mais il y a beaucoup moins de monde pour la réemployer. Et ça, c'est aussi un risque de massification, en fait, et de non-massification aussi de l'offre et de la demande. Merci beaucoup. Justement, là, Hugo parlait tout à l'heure de l'expérience du réel, et c'est ce dont tu nous as parlé. Voilà, la pénibilité du travail, les enjeux logistiques, mais aussi cette injonction qui est faite aux actrices et aux acteurs du réemploi d'être viables économiquement, alors même qu'il y a plein d'autres secteurs d'activité en fait, qui sont aidés par l'État, où cette question de la viabilité économique n'est pas posée, alors qu'elle devrait là être explicitée. Mais en t'écoutant, je me demandais, les différents représentants, là, on voit que dans vos associations, vous avez diversifié vos activités et que ça vous permet aussi de trouver un modèle économique. Les plateformes, c'est plus compliqué. Et je me posais la question en t'écoutant, est-ce que finalement vous êtes confronté un peu à des choix stratégiques en disant il y a des gammes de matériaux par exemple qu'on peut très facilement reconditionner, genre les lavabos, ça ne va pas prendre beaucoup de temps et du coup je vais pouvoir en faire plein et les revendre plus rapidement et faire du chiffre. D'autres qui seraient plus particuliers, par exemple super rentables et qui fait qu'il y a toute une gamme de matériaux qu'on va délaisser. Puis, du coup on passe un peu à côté de sa mission et de la vocation première du réemploi. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre d'arbitrage? Parce qu'à un moment donné, il faut avoir un modèle économique qui tient la route, parce qu'il faut pouvoir se payer puis continuer à travailler. Ou est-ce que ça se pose pas vraiment? Si. En fait, on ne peut pas tout sauver dans tous les cas, parce que la demande n'est pas assez forte en face. 85% de nos adhérents sont des particuliers, donc c'est plutôt des autoconstructeurs. Donc on collecte principalement des matériaux et des produits qui vont pouvoir être réemployés par nos adhérents, qui parfois nous font des demandes. Mais c'est sûr qu'on refuse, on regarde aussi ce qu'on a dans notre stock. Si on a trop de moquettes et qu'on nous repropose de la moquette, on pourrait remplir tout notre stock de moquettes. Et c'est pas l'objectif. Nous, on est une plateforme multiflux. Et il est vrai que parfois, les matériaux sont trop en mauvais état ou pas suffisamment qualitatifs. Par exemple, des dalles de faux plafond des années 80, elles pourraient être réemployées, détournées de leur usage d'une quelconque manière que ce soit. On pourrait les stocker un temps et attendre qu'un architecte ou une boîte vienne les réemployer. Mais sauf que non, en fait, et en plus, ça ne se vend pas suffisamment cher. Et des fois, c'est vrai qu'on va chercher des matériaux. Enfin, on va chercher. Si on nous propose des matériaux à forte valeur ajoutée, on va y aller, et qu'on ne revendra pas forcément à bas prix. Je pense notamment à une époque où on a eu l'occasion de récupérer les bancs d'église de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Et ces éléments qui étaient très beaux, et en plus avec une coloration un peu vintage, patrimoniale, on ne les a pas revendus à 20 balles le banc, quoi. Parce qu'en plus, on savait que potentiellement des brocanteurs allaient venir se
se fournir et après aller les revendre 10 fois plus cher aux puces du canal auprès de grandes fortunes lyonnaises ou autres, quoi. Donc on fait attention aussi à ça, quoi. Merci beaucoup. Michael, on va passer à toi. Est-ce que tu veux que je m'occupe de faire défiler le truc? Non, on m'a donné une petite... Est-ce qu'elle marche? Certainement, ils vont allumer la... Voilà. Super. Ouais. J'avais hésité à appeler ma petite présentation des mots et des choses, mais c'était déjà pris, donc ce sera question d'échelle. Mais vous allez voir que je vais vous passer rapidement la première partie parce qu'en fait Hugo a déjà tout dit et je vais vous présenter plutôt la deuxième partie de ce que j'avais prévu. J'avais imaginé vous parler un peu de la question de l'échelle à travers une série d'extraits. Celui-là, je vous le présente quand même parce que je pense qu'il n'est pas si courant que ça, mais c'est un biologiste du tournant 19e, 20e siècle, un Écossais, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas un anglophone, Darcy Thompson, qui a écrit un livre incroyable sur la question de la croissance et des formes dans le monde biologique. Et il y a un chapitre fascinant sur la question des ordres de grandeur où il explique qu'en fait, il y a des différences vraiment profonde entre différents ordres de grandeur. Par exemple, pour un insecte, la force de la gravité, ce n'est pas tellement quelque chose qui l'impacte. Si on le jette de 100 fois sa hauteur au sol, il pourrait bien s'en sortir. Par contre, à la surface de l'eau, les forces de tension surfacique sont telles qu'il pourrait rester bloqué. Pour un mammifère comme un humain, par exemple, c'est tout l'inverse, évidemment. Et donc, il y a des sauts d'échelle qui induisent des changements vraiment qualitativement différents. Et je pense que ça, c'est un point d'attention. J'avais prévu de vous parler de Anna Tsing, qui fait en fait la même définition que le Larousse que Hugo a donné sur le fait que la mise à l'échelle ou l'espèce d'impératif de scale-up se fait en général en gommant les différences significatives. J'avais aussi trouvé cette citation dans un article récent avec un titre absolument pépite, en référence évidemment au grand sociologue urbain Philippe Fragione, dans lequel ils expliquent que dans le monde du béton, en fait, les volumes sont tels que ce serait complètement illusoire de vouloir simplement les remplacer par des matériaux qui seraient même moins impactants. En fait, les quantités en jeu sont telles que si on voulait remplacer le béton par le bois, en fait, on aurait des sérieux problèmes au niveau de la gestion forestière. Et en fait, c'est tout à fait pareil pour les matériaux de récupération. Si on voulait répondre à la demande du béton par des matériaux récupérés, on irait droit à la cata. Alors, je vous passe ces slides-là qui parlent un peu de ces processus qui ont réussi à atteindre une certaine forme de croissance, mais à quel prix? Et voilà, ça c'est le point que Hugo montrait. J'aime bien cette photo parce qu'elle montre le lot le plus hétérogène qu'on puisse imaginer. Il n'y a rien qui a la même forme. Tout est sur des palettes différentes. C'est à moitié colonisé par toutes sortes de vivants, de mousses et d'algues. Et donc le réemploi, c'est beaucoup plus ça, évidemment. Et on imagine difficilement comment ces matériaux-là pourraient passer à un traitement industriel ou passer à une échelle. Alors c'est un peu caricatural, hein, c'est probablement l'extrémité du spectre qui hantait la présentation de Hugo, mais ça fait le point. Alors ce sur quoi je voudrais passer un tout petit peu plus de temps, c'est une discussion qui est peut-être plutôt sémantique. Chez Rotor, on scoltine aussi la matière et la gestion d'un magasin dont les revenus dépendent de la capacité à vendre des matériaux avec tout le labeur que ça induit. Mais en fait, il y a aussi un combat qui doit se faire au niveau, je pense, du vocabulaire. Et celui-là, moi, c'est au quotidien un petit peu plus mon boulot. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous présenter une série de termes qui sont un peu omniprésents dans les appels à projets, dans les impératifs politiques, même dans les soutiens bien intentionnés derrière de l'aide au développement d'activités jugées vertueuses. Massification, c'est le premier que j'ai mis parce que c'est celui qui est proposé dans le titre ici, à ce modèle-là, qui suppose, comme Hugo l'a dit, une sorte de croissance un peu unilatérale d'acteurs bien précis. Moi, je propose, ou chez Rotor en tout cas, parce que je ne suis pas tout seul évidemment à discuter ça, on préfère le terme prolifération, qui suggère une espèce de maillage territorial d'entreprises qui peuvent rester plus petites, qui sont complémentaires dans une large mesure et qui peuvent répondre à toute une série de besoins. Il se fait que c'est un travail qu'on mène depuis des années, d'aller visiter les entreprises actives dans la récupération des matériaux. Et elles sont toutes très très différentes. Il y en a des vieilles, il y en a des récentes, il y en a des petites, il y en a des grandes. Mais le point commun, c'est que c'est pour la majorité des très petites entreprises
il y a rarement plus que 10, 15 employés. Donc à l'échelle de l'économie, c'est vraiment des petites et même très petites entreprises. Mais quand on voit sur la carte ici, alors c'est pas tout à fait complet, mais ça donne une idée de cette espèce de début de maillage. Donc en plus, parler de prolifération permettrait de s'appuyer davantage sur l'existant. Alors un autre terme qui est omniprésent, en tout cas en Belgique, mais je pense un peu en France aussi, cette idée de passeport matériaux. C'est un terme qui me donne des frissons, en fait, parce que je sens tout le background disciplinaire qu'il y a là derrière. On voit tous les drames humains quand on essaye de documenter des humains avec des papiers et des passeports. Pourquoi vouloir imposer ça aux matériaux? Quel type d'apartheid ça va finalement créer entre les matériaux qui seront munis de leur passeport et puis ceux qui ne le seront pas? Qui va décider ces passeports? Comment est-ce qu'on peut imaginer une espèce de vision un peu centralisée pour proposer ça? Ça paraît assez peu enviable. Pour autant, le besoin de collecter de l'information sur les matériaux, il est bien réel et je pense qu'il est légitime. C'est une attente des différents acteurs et actrices du secteur de la construction. Nous, on parle plutôt d'inventaire, qui est ce travail un peu minutieux, souvent laborieux, d'aller collecter des infos à propos des matériaux, qui est évidemment beaucoup plus situé et qui est surtout évolutif. On en apprend au fur et à mesure, et ce n'est pas une entité centralisée qui va collecter toutes les données, c'est quelque chose qui se construit de façon beaucoup plus collaborative et itérative. En France, je sais que vous préférez le terme diagnostic. Pour moi, il me fait un tout petit peu peur aussi, parce que ça m'évoque plutôt la visite médicale, mais en tout cas, il est toujours mieux que le passeport. Troisième terme qui me donne un petit peu des frissons, c'est le matchmaking, cette idée qu'on pourrait avoir une espèce de Tinder du réemploi où à travers une application, on va pouvoir identifier une demande à un endroit, un gisement qui va répondre à une demande d'un autre côté. De notre expérience, et je pense que les collègues autour de la table ici seront d'accord, on a besoin d'espace physique, il faut dédier des lieux et c'est compliqué, le foncier coûte cher, c'est très contre-intuitif de en plus vouloir faire ça dans les villes où ça a probablement le plus de sens, mais on a besoin de ces lieux de stockage. Et au-delà des lieux, on a besoin de gens qui s'occupent des matériaux sur ces lieux de stockage. Alors un autre point, peut-être un constat qu'on a fait là depuis, je ne sais pas, moi ça fait 15, presque 20 ans que je travaille sur ces questions du réemploi, et une des évolutions, c'est le nombre de prestataires qui proposent des services de prestations intellectuelles, et Rotor y compris, évidemment, c'est une partie de nos revenus, plutôt du côté associatif. On fait des missions d'assistance, de consultance, mais pour 20 nouvelles entreprises qui se sont lancées là-dedans, combien s'attaquent au fond du problème, qui est en fait la question du conditionnement des matériaux, qui suppose quasi toujours du travail laborieux, manuel, compliqué, un travail qui est très peu valorisé aujourd'hui dans la société. Et donc je pense que si on voulait aller vers une économie véritablement circulaire, ou comment tu as dit Hugo, permacirculaire, on va devoir très sérieusement aborder cette question-là de la valorisation du travail. Alors, un autre terme omniprésent, cette idée de l'innovation, qui est souvent associée à une sorte de vision progressiste qui se construit sur les ruines de ce qu'il y a juste avant. Nous, on a plus souvent l'impression d'être en train de raviver des choses qui étaient en fait du bon sens il n'y a pas si longtemps dans l'histoire. Très récemment, j'ai eu l'occasion de contribuer à un chronogramme de la construction circulaire. Donc, il y a une tentative d'aller faire un mapping de toute une série de réalisations, de concepts, de publications qui touchent à des notions liées disons, à l'économie ou à la construction circulaire. On a fait le choix de remonter très loin dans le temps. On est allé jusqu'à l'Ancien Régime, jusqu'en 1750. Puis c'est un grand tableau qui descend jusqu'à nos jours. Tous les petits points orange que vous voyez, c'est des concepts ou des projets qui renvoient à une idée de circularité. Alors on assume évidemment le caractère anachronique. Personne ne parlait d'économie circulaire en 1750. En réalité, même en 1960, on n'en parlait pas encore. Mais il y a néanmoins toutes sortes de pratiques qui avaient déjà lieu et qui renverraient aujourd'hui à des accentuations de cette idée d'économie circulaire. Donc pour nous, l'histoire est un réservoir de pratiques super inspirantes et qui contestent, ou en tout cas qui viennent questionner cette idée d'une innovation qui se construirait sur voilà, quelque part une non prise en compte de ce qui se passait auparavant. Alors, un grand mot-clé qui nous embête un peu aussi, c'est celui de la transition. Alors, le bouquin de Frézo a été un peu un électrochoc à ce niveau-là, mais cette idée de la transition énergétique, mais aussi beaucoup de gens parlent encore de transition circulaire, comme si on allait du jour au lendemain abandonner les pratiques linéaires et tout reconfigurer ou tout reconstruire autour de ce principe
de circularité. Les faits historiques montrent que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le constat empirique que nous, on en fait, confirme ce point de vue-là. Et on est beaucoup plus intéressé par les questions d'héritage et de démantèlement. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de ces systèmes industriels qui se sont imposés depuis 2 siècles et demi, qui sont omniprésents, auxquels on a du mal, évidemment, à échapper. Hein. C'est une réalité. Mais comment... Enfin, on pense que c'est une des questions qui mérite d'être formulée. Et du coup, les bouquins comme celui Héritage et fermeture nous inspirent énormément dans notre travail, en fait, de voir en quoi le réemploi peut être perçu comme une manière d'hériter de matériaux souvent un peu embarrassants, hein, tout l'héritage empoisonné du XXe siècle. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et nous, on est confrontés assez quotidiennement à ces questions-là. Un autre mot qu'on n'aime pas trop, c'est celui de solution. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que situation soit mieux. J'aime bien que ça renvoie à une riche histoire aussi, hein, les situationnistes et compagnie. Mais en tout cas, pour nous, c'est une attention aux spécificités des lieux, peut-être plutôt dans nos pratiques de design ou de conception. Ici, c'est par exemple une scénographie qu'on a pu faire uniquement à cet endroit-là, dans un musée qui s'était un petit peu encrouté derrière des couches et des couches de panneaux, de plâtre, etc., qui avait un peu perdu les qualités spatiales du bâtiment d'origine. Et donc là, on vient avec une approche absolument sur mesure, qu'on n'aurait jamais pu répliquer ailleurs, mais qui semblait la bonne approche dans ce cas-là, où on a enlevé certains des panneaux pour retrouver un petit peu les qualités de l'espace, et puis certains panneaux, on les a simplement déplacés dans l'espace. Là, vous voyez des cloisons qui ont été mises au milieu du musée pour proposer une autre expérience scénographique. Alors, un point peut-être intéressant, corporation coopérative. Je vous ai mis derrière une copie des statuts de la coopérative Rotor DC, dans lequel il y a des principes de gouvernance comme une personne, une voix, indépendamment du nombre de voix qu'on possède du nombre de parts qu'on possède dans la coopérative. Je pense que les réflexions sur la transition circulaire passent aussi par ces questions-là, des questions statutaires, comment on s'organise, quel mode de gouvernance, comment faire en sorte de sortir de, je sais pas, du modèle de la société anonyme ou de la corporation pour aller vers des choses qui permettent plus d'inclusivité, plus de démocratie aussi dans nos propres organisations. Et enfin, pour terminer, peut-être en référence à un gros projet d'exposition sur lequel on a travaillé ces derniers temps qui s'appelait Entangled Matter, donc matière enchevêtrée ou entremêlée. C'est une sorte de reconnaissance du fait qu'on est tous pris dans ce grand monstre ou ce grand système de la production industrielle, capitaliste, dans une économie de croissance. On n'y échappe pas si facilement. Je pense qu'il faut reconnaître ce point de départ, mais néanmoins continuer à chercher des voies pour explorer d'autres pistes possibles. Et ça, c'est un exemple qu'on présentait dans l'exposition, qui est en fait une carrière de grès, qui pendant des années a extrait du grès. Et puis avec le premier choc pétrolier de 1973, du jour au lendemain, leur demande s'est arrêtée et se sont reconvertis dans la récupération de matériaux. Et puis petit à petit, ils se sont spécialisés plus spécialement dans les matériaux pierreux, qui avaient tout à fait du sens pour eux. Ils avaient l'infrastructure, ils avaient les connaissances, ils avaient les savoir-faire. Et aujourd'hui, je pense, plus de 80% de leur chiffre d'affaires vient de cycles de récupération et de remise sur le marché. Ils exploitent encore un tout petit peu leur carrière de grès, mais de manière très très marginale. Et donc là, c'est un exemple de quelque chose un peu... Enfin, nous, on le voit comme quelque chose d'assez entremêlé, mais qui dessine peut-être une perspective inspirante pour le futur. Voilà, c'était un peu plus que 5 minutes. Mais... merci beaucoup, et puis merci aussi de souligner cette importance sur rediscuter toujours des mots. Je pense que c'est particulièrement important, notamment pour les étudiants, qu'on baigne aussi dans cette espèce de jargon nouveau et qu'on reprend sans forcément le questionner. Un des mots qui est revenu dans vos 3 présentations, c'est le mot viabilité, qui revient de manière récurrente, et la question de la validité. Et peut-être, j'aimerais peut-être revenir sur cette espèce de consensus qui a déjà été évoqué autour de la scalabilité, c'est-à-dire de cette idée que finalement, pour être viable, le réemploi devrait pouvoir se décliner à toutes les échelles. Évidemment, c'est une situation qu'on retrouve dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Je pense à l'agriculture, évidemment, l'injonction qui est faite aussi à l'agriculture biologique pour être viable, de pouvoir être massifiée. Et comment justement en fait résister à ces injonctions, enfin quelles sont les stratégies, qu'elles soient discursives mais aussi plus pratiques, pour pouvoir résister à ces injonctions qui sont quand même très dominantes.
Oui, c'est une vaste question. Je pense qu'en tout cas, une manière de... Enfin, à titre personnel, moi, un moment qui a été un peu une espèce de mini-épiphanie, c'est de me dire, mais ça fait des années qu'on répond à des appels qui sont tous orientés sur le scale-up et comment vous permettre de passer à l'échelle. Et il y a quelque part enfin, je ne veux pas critiquer ce type d'appels, ils ont été utiles, on en a profité pour construire nos projets, mais je n'ai jamais trouvé un équivalent, un appel qui accompagnerait une industrie qui a fait ce scale-up, qui l'a fait en provoquant un bordel sans nom derrière elle, en faisant des dégâts à plein de niveaux. Comment leur permettre à elles de faire un scale-down ou une espèce de sunsetting? Et ça, pour moi, c'est un des grands impensés aujourd'hui dans les discussions. Alors, pas du côté des militants, ou enfin, on commence à voir émerger évidemment des idées autour de ça, mais en tout cas, au niveau plus institutionnel, ce n'est pas une question que moi je rencontre en tout cas. Et ça, je trouve ça assez frappant. Alors qu'en fait, c'est peut-être ça la vraie question, plutôt que de demander à Mineka ou à Rotor ou à Bellastock comment vous allez faire pour devenir gigantesque. Peut-être qu'on n'a même pas forcément envie de ça. C'est plutôt comment faire en sorte que les géants diminuent. Merci beaucoup. C'est en effet une question très pertinente. La scalabilité, la capacité à décliner une forme à différentes échelles, voilà, ça se pense toujours vers le haut, jamais vers le bas. Donc il y a vraiment un problème avec ça. Avant de donner la parole à Raphaël, je voudrais vous dire, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qu'il vient de publier un livre qui est sorti juste cette semaine, voilà. et qui s'appelle Le réemploi simple comme construire. Voilà, vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Donc allez le chercher et le lire. Et ça, je ne le dis pas. Je ne sais pas si tu le... Ouais, je le laisse là. Merci beaucoup pour l'invitation qui est un peu liée à la sortie du bouquin. Et merci aussi pour le défi qui m'est proposé par Hugo, Johan et Michael, parce que vous avez à peu près tout dit. Donc je vais devoir faire quelque chose que j'adore faire, à savoir complètement improviser pour ne pas répéter tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit. Souvent, quand on commence, enfin, on est un peu comme vous, appelé par des maîtres d'ouvrage, le réemploi c'est à la mode, ou j'ai eu un appel d'offres où je dois faire du réemploi pour le maître d'ouvrage, est-ce que vous pouvez m'aider à faire du réemploi? Et on vient avec cette question, c'est toute bête, mais pourquoi vous voulez faire du réemploi? Et en fait, souvent, on ne sait pas trop pourquoi on veut faire du réemploi. Parce que souvent, on se dit, mais c'est parce que c'est écologique, c'est bien, mais non, en fait, le réemploi n'est pas forcément écologique. L'exemple que Rotor cite de temps en temps, des maisons en tech en Indonésie qui sont massivement détruites pour vendre du bois exotique écolo aux États-Unis, avec des personnes qui vendent leur maison pour aller vivre dans un bidonville pour gagner l'argent du bois exotique qui est vendu à l'autre bout de la planète. Donc en fait, le réemploi n'est pas une finalité. Et ça, je pense que c'est vraiment super important de le garder en tête, c'est que le réemploi, c'est un outil, c'est une pratique, c'est une attitude qui nous permet de changer notre relation à l'existant, à ce qui est déjà là, mais ce n'est pas du tout une finalité. Et à partir du moment où on met un outil comme objectif, déjà, on se plante. Après, l'autre mot, c'est la massification. La massification, c'est pareil, ce n'est pas une finalité non plus. Et je pense que vous l'avez bien dit, en fait, on est un peu dans cette injonction à faire plus, faire plus, faire plus. Mais pourquoi on a envie de faire plus? On a envie de faire plus parce qu'on a ce mythe qu'on entretient depuis le début du 19e, qu'on va faire des économies d'échelle en massifiant, en industrialisant, en standardisant notre relation aux matériaux. Mais ce qu'on ne regarde pas trop, c'est le coût de cette standardisation. Vous allez dans n'importe quelle usine un peu standardisée, à toutes les étapes, en fait, il y a énormément d'externalités, de déchets qui sont produits parce qu'en fait, la standardisation, la massification impose une ultra-sélectivité, une suroptimisation des matériaux. Et puis, pour produire votre bague de fiançailles, si vous êtes fiancé ou marié, en fait, c'est 2 tonnes de terre qui ont été extraites, qui ont été jetées. Imaginez qu'on fasse la même chose. On a un hôtel de luxe à Bruxelles, et puis on voit qu'il y a des poignées design dedans, et on prend que les poignées. Parce qu'en fait, ça serait de la massification du réemploi, c'est sélectionner uniquement la petite portion du bâtiment qui a vraiment de la valeur vis-à-vis du marché actuel, et puis jeter tout le reste et détruire tout le reste. Ça, c'était pour la massification.
Sur la question de l'échelle, je vais vous partager un exemple qu'on est en train de vivre actuellement. D'ailleurs, s'il y a des gens qui cherchent 5000 m² de dalles de béton, on est en train de déconstruire une gare, et donc on a 5000 m² de dalles béton 18 cm, super belle qualité, construite dans les années 60-70. Donc voilà, il y a un appel à projet, vous tapez déconstruction durable CFF, vous pouvez y répondre, c'est jusqu'à 400 km. Mais c'est un cas hyper intéressant parce qu'on est sur un cas massif. 5000 m² de dalle béton, immeuble de 5 étages, la gare de Lausanne, donc une des principales gares de Suisse romande. C'est un cas massif, pourtant dans l'attitude, on est extrêmement spécifique, on est extrêmement artisanal. Les ingénieurs civils ont fait un diagnostic, inventaire, on l'appelle comme on veut, mais ils ont pris le temps de faire connaissance avec le béton, ils sont allés le voir, ils sont allés le gratter, ils sont allés le creuser, ils sont allés le scanner, ils ont produit un rapport de 100 pages qui est spécifique, qui ne peut pas être reproduit, mais qui est spécifique à ce gisement-là. Et puis après, nous, on est en train de faire un appel à projet sur mesure pour essayer de valoriser ces dalles-là. Et puis ce qui est intéressant avec le béton coulé, parce que c'est un peu la spécialité suisse, hein, c'est 93% de la masse de matériaux qui est coulée, qui est construite en Suisse, c'est du béton et du ciment. 93%, pardon. Et en fait, le béton coulé, on ne peut pas le standardiser. C'est-à-dire qu'on a toujours un bâtiment qui est différent, les dalles, elles sont toujours une épaisseur différente. Et donc, à chaque fois, on doit refaire une analyse de gisement, on doit refaire un plan de découpe, on doit aller demander au projet receveur de quelle taille de béton vous avez besoin, comment on va recaractériser le gisement, comment on va vérifier la portance, les capacités structurelles, etc., etc., etc. Et en fait, à chaque fois, on est sur du sur-mesure. Et ça m'amène peut-être à mon dernier point, et comme ça, je fais plus court que vous. On nous avait dit 5 minutes sans PowerPoint, alors je suis un peu moins préparé. J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est sur ce rapport en fait, du réemploi vis-à-vis de l'extractivisme. Le réemploi, enfin, la production de matériaux à partir des gisements anthropocènes, c'est une industrie extractiviste sur des gisements fossiles. La ville, elle n'est pas renouvelable. On construit en Suisse 8 fois moins que ce qu'on démolit. En béton, c'est 42 tonnes de construction, 7 tonnes de démolition. Et sur ces 7 tonnes de béton démoli, il y en a 6 qui vont déjà dans l'industrie du recyclage. Donc en fait, je ne sais pas avec quel béton on va construire des bâtiments en béton de réemploi. Donc ça pose la question suivante, si on veut massifier le réemploi, il faut massifier la démolition. Et actuellement, ça ne pose pas beaucoup de problèmes à grand monde d'aller détruire des forêts, des champs, des zones humides, des marais, parce que les habitants de ces espaces-là n'ont pas voix au chapitre dans notre processus démocratique. Mais si demain, je dis, en fait, cette école, elle est super, franchement, ce mur béton, il serait parfait pour mon bâtiment, je vous vire tous, je vous exproprie, et puis on ouvre une carrière de béton ici, parce qu'il faut massifier le réemploi. Et en fait, ce step-là, il fait rire, il fait sourire, mais je ne suis pas sûr qu'il soit si loin de nous que ce qu'on pense. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous mettez un bilan carbone à l'entrée sur une construction, ce qui est aussi en train d'arriver progressivement en Suisse, acheter un bâtiment industriel pour le démolir, pour pouvoir avoir le droit de spéculer à mort en plein centre de Genève pour construire une tour de 170 mètres de haut, en fait, financièrement, c'est rentable. Et vous avez envie de dépenser l'argent pour exproprier les personnes qui sont dans la campagne vaudoise et qui ont une belle halle industrielle qui était en fait parfaitement fonctionnelle. Donc je pense vraiment que avant de parler de réemploi, avant de parler de massification, il faut se demander mais pourquoi en fait on a envie de se bouger et est-ce qu'on n'est pas très bien en faisant rien et en conservant ce qu'on a et en l'utilisant peut-être un peu mieux. Merci. Merci beaucoup Raphaël. C'est intéressant là, de t'entendre à la fin parce que ça boucle un peu la boucle où tout le monde a dit que le réemploi c'est pas une solution, il n'a pas de valeur en soi. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on va en faire et des questions très spécifiques qu'on va se poser. Ça reboucle avec notre séance de la semaine dernière où il y avait des réflexions du même ordre sur non protéger des pans de nature, créer des parcs nationaux, planter des arbres, ce n'est pas forcément vertueux en soi. Ça s'inscrit dans un contexte culturel et politique qu'il faut analyser de près. Donc ça, je trouve que c'est intéressant aussi parce que les architectes, c'est un peu un esprit solutionniste. Hein. La bonne nouvelle des solutions qu'on vient enchaîner quand on fait du projet, puis le réemploi apparaît comme une solution, et non, en fait, il faut déconstruire cette idée-là. J'ai bien entendu ce que tu disais tout à l'heure
quand tu parlais des activités extractives et puis du fait que finalement il y a un certain nombre d'externalités négatives qui ne sont pas prises en compte quand on identifie le prix ou la valeur d'un objet produit. Donc on va dire, voilà, sur le marché, il vaut tant, très peu cher, mais en fait, il y a énormément d'externalités négatives qui sont liées à son mode de production, à ses chaînes d'approvisionnement, etc., qui ne sont jamais prises en compte, sinon on verrait qu'il coûte très très cher à la planète. Tout à l'heure, Michael insistait sur l'importance des mots et que notre job, c'est aussi pas simplement d'être dans ces logiques performantielles de réemploi en disant voilà, j'ai économisé tant de matière, etc., mais un travail d'interrogation, de déconstruction du vocabulaire et de redéfinition d'un imaginaire commun qu'on peut se donner avec les mots. Mais là, en t'écoutant, je me dis, c'est aussi ça sur nos manières de calculer. Comment on calcule aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait rentrer dans nos grilles de calcul? Qu'est-ce qu'on ne fait pas rentrer? Et il y a une nécessité à compter autrement. Et compter autrement, ce n'est pas juste des chiffres, c'est aussi réfléchir à la façon dont on va flécher l'argent. Voilà. Est-ce que l'argent, on a envie de le mettre aujourd'hui dans des produits qui sortent d'usine, ou est-ce qu'on a envie de le mettre sur le travail humain? Et tu disais, c'est souvent, puis c'est ce que disait Johan aussi, un travail qui est difficile, qui est mal considéré, mais qui est l'alpha et l'oméga du réemploi. La question, c'est, voilà, il faut parler autrement, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi compter autrement, batailler sur les façons dont on calcule ce que ça coûte, quand on dit ça coûte cher, ça coûte pas cher, en fait, quel mode de calcul? En fait, sur la culpabilité du coût. Et c'est vrai que ça, c'est un... Alors, je vais peut-être utiliser un exemple pas financier, mais sur le calcul carbone. Ce qui est une petite histoire que j'aime beaucoup raconter, c'est est-ce que vous savez comment on fait du béton du ciment bas carbone en Suisse? Donc, on a la cimenterie d'Éclépan, qui est dans la colline du Mormont. Donc, c'est la première ZAD de Suisse, donc on en a beaucoup parlé, etc. Et ils ont sorti un ciment qui est 43% moins émissif en CO2 que le ciment classique. Donc, c'est génial, c'est écolo, etc. Donc, je vous invite à aller la visiter parce qu'ils sont super accueillants. Ils ont fait un parcours découverte. C'est quand même assez impressionnant, une cimenterie. Donc, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller visiter cette industrie lourde, allez-y, que ça soit en Suisse ou ailleurs. Et donc, du coup, comment ils font du ciment bas carbone? Alors, le premier ingrédient qu'il vous faut, c'est une industrie mondialisée qui consomme beaucoup de pneus. Parce que les pneus, en fait, c'est un truc super. C'est 90% de matière inflammable et 10% d'acier. Et dans le ciment, il faut que vous mettiez de l'acier. Donc, c'est super de brûler des pneus. Parce que, en fait, vous n'avez pas besoin d'acheter de l'acier à une acierie pour la mettre dans votre mix de ciment. Vous avez juste besoin de récupérer tous les pneus. On vous paye pour les récupérer parce que les gens ne savent pas quoi faire de leurs pneus usagés. Donc les pneus des poids lourds, pas les petits pneus de voiture. Et puis, en fait, c'est des trucs très lourds à brûler. Donc, le ciment qui monte à 1600, et j'espère qu'il n'y a pas de spécialistes dans la salle parce que je ne suis pas sûr à 100% du chiffre, 1450, voilà, mais qui est en tout cas une des températures les plus hautes dans l'industrie qui brûle des trucs, quoi. En fait, ils sont un peu les seuls à pouvoir facilement brûler des pneus. Après, vous faites toute une industrie qui produit beaucoup de merde, des solvants, des peintures usagées, des huiles de vidange, etc., que personne d'autre sait brûler. Vous demandez à un industriel du bois de raser les forêts du nord de l'Europe pour le polluer, donc en gros faire des meubles. Donc en gros, il fait du mélaminé, il met de la colle dedans. Donc à la fin, c'est du bois pollué, vous n'avez pas le droit de le recycler, vous êtes obligé de le brûler. Et vous n'avez pas le droit de le brûler dans un incinérateur de quartier, vous êtes obligé de le brûler dans une cimenterie. Puis le bois, c'est génial parce que c'est organique, donc vous gagnez encore plus sur votre bilan carbone. Donc vous récoltez tout ça, donc quand vous y allez, ils vous expliquent qu'ils ont aussi sauvé la Suisse de la vache folle parce que on ne savait plus quoi faire des restes animaux, puis du coup, ils étaient capables de les brûler. Ils ont sauvé la Suisse du problème des boues d'épuration quand on a commencé à mettre trop de médicaments dans nos excréments, et donc du coup, on n'était plus capable de les remettre dans les champs, et du coup, il fallait les brûler, et hop, c'est cool, on a une cimenterie. Donc vous prenez tout ça, et puis en fait, toutes ces émissions de carbone de tout ce que vous avez brûlé, c'est pas ma faute. Moi, je rends service à la société, puisque je vous débarrasse de tous vos déchets. Donc, je ne mets pas sur la note de bilan carbone toutes les émissions de CO2 de tout ce que j'ai brûlé. Évidemment, à la sortie de la cheminée, la différence, c'est 1%, parce que le bois émet un peu moins que le pétrole brut. Et puis, en fait, sur votre bilan comptable, vous avez une diminution de 46% et vous faites du ciment écolo. Et en fait, sur un bilan comptable, c'est pareil. L'argent, c'est jamais très clair où il va.
c'est jamais très clair à qui, dans quelle poche il finit. Et puis actuellement, en Suisse, on est en train d'investir 120 millions d'argent public pour construire une voie ferrée, super, investissement ferroviaire, pour permettre d'aller ouvrir une nouvelle gravière. Les exploitants, ils ne vont pas payer ces 120 millions, ils ne vont pas les rembourser. Donc moi, si on me donne 120 millions, je vous massifie une filière de réemploi en Suisse romande facilement. Mais je suis de l'ESS, je suis une petite asso, on ne me fait pas confiance pour donner 120 millions. Et on revient à ce que Joanne disait, Air France, ils ont 7 milliards, mais Mineka, qui est quand même un peu plus utile à la planète, vous arrivez à toucher combien? 15, 20, 30 000 francs par an? Plus quand même, ouais. Parce que nous, les appels à projets, ça dépasse rarement 15 à 20 000 francs. Merci, merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais vous poser une question qui est un petit peu en décalage par rapport à la thématique là, de notre table ronde, mais que je trouve importante ici à l'école d'architecture de Paris-Belleville, parce que voilà, on forme des architectes et pendant très longtemps, dans cette école, dans d'autres écoles, c'est en train de changer, mais former des architectes, c'était former des praticiennes et des praticiens qui vont exercer en libéral. Et puis, Michael, tu parlais de la nécessité de réfléchir à la structure dans laquelle... Non, mais tous, je voudrais vous entendre. Voilà, le type de structure dans lequel on travaille, et que là aussi, il y a des questions politiques qui sont des questions essentielles. Mais voilà, en fait, vous êtes toutes et tous des architectes, et vous avez choisi, dans votre propre parcours, de ne pas être principalement des praticiennes ou des praticiens. Voilà. Et je trouve que c'est très important de dire qu'il y a un avenir, voilà, quand on est étudiante et étudiante en architecture et qu'on se demande ce qu'on va faire plus tard, d'envisager d'autres places que celle d'être voilà, dans la maîtrise d'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire, mais voilà, donc vous avez opéré ça dans votre propre parcours, et voilà, je voudrais vous entendre là-dessus. Je pense que c'est intéressant. Ce micro, il a l'air mieux. Il y en a un qui grésille. Vous m'entendez? Oui. C'est intéressant la question que tu poses, parce que moi j'avais fait un master spécialisé en architecture environnementale, ça s'appelait à l'époque développement durable. Le directeur, c'était Philippe Madec, grande star, donc on avait les yeux comme ça. Et donc les études, c'était vraiment super, on faisait de très très beaux projets. Et en fait, après, j'ai commencé à travailler et j'ai vécu une vraie perte de sens, parce que je suis sortie diplômée en pleine crise, que je savais pas chercher du travail, et que j'avais peur de plein de choses, etc. Et que en fait, je travaillais là où en fait on me prenait et on me disait oui. Parce qu'il fallait bien manger. Et donc bref, cette perte de sens m'a amené en fait après, quand j'ai fait ma HMO, à réfléchir sur... J'ai découvert la pratique du réemploi que j'ai adorée, et en fait je me suis fait virer de la boîte où j'étais très malheureuse, et j'ai toujours été très malheureuse en agence, parce que justement je ne travaillais pas dans les agences que j'admirais. Et puis je pense aussi en vérité que j'étais pas une très bonne architecte. Voilà, c'est dit. Et en fait, je me suis fait virer, et du coup j'ai eu envie de porter en fait la posture que j'avais écrite dans mon mémoire. Et en fait aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche du métier d'architecte que je voulais pratiquer à l'époque, que quand j'étais devant AutoCAD en agence, et finalement à être un peu le grouillot, le gras de papier, à dessiner des dalles, des calpinages de dalles de faux plafond. Et en effet, quand j'étais étudiante en archi, on nous poussait à avoir une vision, on faisait des très beaux projets de musée, etc. Et que si en fait certains abandonnaient l'architecture, les études, en fait c'était pas génial, quoi. Et en fait finalement il y a tellement d'autres choses que d'être praticien architecte, et je pense que faut pas hésiter à faire des pas de côté et à aller explorer tout ce qu'il y a autour, que juste le travail en agence et le fantasme de l'architecte. Oui, moi, ta question, elle me rappelle à quel point, en fait, les architectes ont abandonné, déserté, volontairement ou involontairement d'ailleurs, mais les lieux où ça se joue, en fait, et où ça se décide. Et
d'ailleurs, ça me fait penser à un très bon livre que je vous recommande, de Bernard Marais, qui a étudié cette évolution depuis le Moyen-Âge, donc depuis la figure des maîtres d'œuvre de cathédrales, en passant par les architectes de la Renaissance et les designers d'aujourd'hui qui, en gros, choisissent le papier peint et ont plus vraiment de marge de manœuvre pour fabriquer et construire. Et nous, Bellastock, alors je dis nous, mais moi, je n'étais pas encore là à l'époque, parce que Bellastock, on va avoir 20 ans bientôt. Moi, j'y travaille depuis 8 ans, mais je pense qu'on s'est rendu compte de ça très tôt. Et les deux exemples que je peux vous donner, justement, des nouveaux terrains qu'on a investis, ou plutôt réinvestis, nouvelles activités qu'on a réinvesties, c'est premièrement l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, parce que si vous n'avez pas de commande qui est formulée de la part du maître d'ouvrage, qui est quand même celui qui décide du programme et qui a le portefeuille, vous avez beau être hyper motivé, ça va être beaucoup plus difficile de faire ce que vous voulez faire. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé conseiller des aménageurs, pleines communes par exemple, des collectivités, des bailleurs, pour essayer de les sensibiliser à une époque où on ne parlait même pas de ce sujet, donc il fallait juste déjà définir les termes et essayer de convaincre que c'était possible. Aujourd'hui, il s'agit plus de regarder comment on peut le mettre en œuvre de façon opérationnelle, parce que tout le monde est convaincu, mais donc on s'est dédié à 100% à ça. Et évidemment, il y avait le festival aussi, qui était une manière d'investiguer des questions de construction, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et la troisième chose qui me semble vraiment importante qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé à la question de la réglementation et des normes. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est qu'il y avait très très peu d'architectes qui étaient membres des commissions où ça se jouait, ces choses-là. Donc la plus connue, c'est l'AFNOR, l'Agence française de normalisation. Il n'y a qu'un architecte qui fait partie de ces commissions pour ce qui concerne le bâti, c'est Monsieur Pellegrin. Mais en gros, nous, on s'est dit, mais attends, mais nous, on essaie de faire du réemploi. Tout le monde nous dit à chaque fois que c'est pas possible parce que, en gros, on n'est pas conforme à des textes normatifs ou à des réglementations, ce qui n'a d'ailleurs rien à voir, mais on n'a pas le temps de le développer ici. Et du coup, nous, on est allé dans un gros truc qui s'appelle l'Agence Qualité Construction, qui est en gros un organe qui existe depuis la fin des années 80, qui est mandaté par l'État pour établir en fait les normes en construction et les techniques constructives risquées ou pas, traditionnelles, pas traditionnelles, courantes ou pas courantes. Et en fonction de si vous êtes classé dans l'une ou dans l'autre, dans l'une, en fait, tout roule parce que votre assureur, il vous suit avec ses contrats de base. Et dans l'autre, en fait, c'est les croix à la bannière parce qu'il faut se refabriquer projet par projet un référentiel qui est équivalent à la norme, un référentiel technique, pour montrer que la technique que vous utilisez, elle n'est pas plus risquée qu'une autre. Donc c'est un truc de fou. Et donc le fait de réinvestir la QC, enfin Bellastock, nous on est arrivés, les gens ils étaient allés à Acclam, notre laboratoire sur l'île Saint-Denis, où on était en train de bricoler avec du bois et du béton, ils se disaient c'est qui, c'est fou. Et on a quand même essayé de comprendre les mécanismes, comment ça s'élabore et comment nous on pouvait introduire le réemploi là-dedans. Évidemment c'était difficile parce que vous êtes avec les grands capitaines d'industrie et les assureurs qui ont leur tour à la défense et qui ne voient pas d'un très bon œil les pratiques nouvelles. Alors je parle du réemploi, mais ça vaut aussi pour plein d'autres pratiques émergentes aujourd'hui qui essaient de changer un peu la manière de faire. Et donc voilà, je pense que c'est le moment aujourd'hui, là, si vous sortez de l'école, de vous poser ces questions de quel terrain. Alors ça peut se faire en parallèle de la conception, sans aucun problème, mais quel terrain sur lesquels vous pouvez agir en fait pour essayer de faire ce que vous voulez faire. Moi, en fait, je ne suis pas d'accord qu'on n'est pas des architectes praticiens. Et je pense qu'il faut vraiment re-questionner cette pratique-là. Souvent, on me dit « Ah, mais tu n'es plus architecte, tu ne signes plus des permis de construire. » Je fais « Bon, ce n'est pas vraiment mon kiff de signer des permis de construire. Alors si, j'en signe de temps en temps pour aider un pote pour une réno ou ce genre de truc. Mais en fait, c'est quoi le métier d'architecte ? Est-ce que c'est construire et signer des permis de construire pour des promoteurs immobiliers ? Si c'est ça, effectivement, je ne suis pas architecte. Mais il y a peut-être d'autres manières de penser le geste architectural. Et j'aime beaucoup, alors on va partir en Amérique du Sud, où il y a une petite confusion sémantique de consultorio, qui est à la fois le consultant et la consultation médicale. Et donc, il y a des bureaux qui s'appellent consultorio de casa. Et en fait, c'est de dire, on est des médecins du bâtiment qui viennent, qui posent un diagnostic. Du coup, le mot diagnostic n'est pas si mal, parce qu'il y a quand même un peu cette approche de dire, je vais sentir le bâtiment. D'ailleurs, votre médecin ne vous passe pas dans un tableur Excel pour savoir ce qu'il faut faire. Il vous sent, il vous écoute, il vous pose des questions, il comprend votre environnement. Et puis à la fin, il a une intuition par son expertise, par son expérience, parce qu'il a une grande littérature scientifique qu'il a compilée. Donc, quelle est la littérature scientifique de l'architecture durable ? Ça, c'est un travail sur lequel il faut qu'on bosse. Et puis après, il pose un diagnostic et puis il propose une intervention ou pas. Parce qu'un médecin, il n'est pas toujours obligé de vous donner un médicament à la fin. Peut-être que le mieux, c'est de rien faire. Et je pense qu'on peut aussi vraiment se poser la question de comment, en tant qu'architecte,
on peut être plutôt des ménageurs de l'environnement bâti, des soins. J'aime beaucoup le livre de Jérôme Denis et David Ponty sur le soin des choses, qui en fait invite à re-questionner les métiers de la maintenance comme un acte d'architecture, comme un acte de construction. Et après, derrière, la question qui n'est pas encore résolue, certains architectes l'ont fait, mais pas tous, c'est comment on a une subsistance. Comment on arrive à vivre de ça. Comment en fait on arrive à valoriser ce métier en fait de soin des choses, de soin du territoire, de soin des bâtiments. Et c'est vrai que c'est un renversement complet de la question de la commande, de la question de la manière dont on pense le territoire, de la question de la manière dont on pense notre métier, et les exigences qu'on a de salaire et de rémunération, parce qu'en général, actuellement, c'est dur, particulièrement à Paris, de sortir de l'équation subsistance égale salaire financier. En fait, il y a plein d'autres manières de faire sa subsistance. Et puis, si j'ai une invitation à faire, si vous n'avez rien à faire demain, prenez un train pour Oloron-Sainte-Marie, dans le sud de la France, dans le Béarn. Il y a la Biennale des villes en mouvement et de l'architecture en mouvement qui est organisée par Anna Schaffer et qui est une médecin du territoire, qui est une architecte qui prend soin et qui a bâti un bureau de 12 personnes qui sont entièrement rémunérées par le soin des choses, le soin de l'architecture, le soin des matériaux. Donc si vous n'avez rien de prévu ce week-end, prenez un billet. Moi, je serai dans le train de 6h38 demain matin. On peut discuter au bar du TGV. Bon, merci beaucoup. On va vous passer le micro. Voilà, n'hésitez pas à... Il y en a un qui... Ouais. Il marche, ok. Ça marche ou pas? Ouais. J'ai un micro et le Merci. Bonsoir. Merci pour cet échange qui est très intéressant. Vous m'entendez? Je vais changer de micro. Il faut parler bien fort dedans, de toute façon. Bonsoir, merci pour cet échange qui est très intéressant. Moi, je trouve que dans la discussion, il y a quelque chose d'assez pessimiste, en fait. C'est le fait que le remploi, on n'y arrive pas, il n'y a pas les garanties, on nous demande de massifier, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on a envie de devenir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a énormément de démolitions. En 20 ans, l'ANRU, ça a démoli 175 logements parce qu'on fait des programmes de renouvellement urbain, des cités, donc on démolit énormément de logements. Et la massification, c'est ça en fait, c'est une espèce de grand gisement énorme de logements qu'on démolit. Et quand on vous entend, on a l'impression que on peut rien faire, quoi. Et donc, alors j'ai bien conscience que il faut pas trouver des solutions, mais plutôt travailler avec une adaptation à la situation, essayer de chercher à proliférer plutôt que massifier. Je vous suis complètement. C'est aussi ça la formation que j'ai reçue dans cette école. Mais c'est vraiment une sorte de cri du cœur de dire, voilà, il y a énormément de démolitions, on est en train de tout casser et on ne peut rien en tirer, on n'a pas de moyen de réutiliser même des baignoires dans des équipements sanitaires de logement. Donc voilà, ça j'aide pas beaucoup en présentant le sujet comme ça, mais je vois pas beaucoup d'avenir et d'espoir quand vous en parlez. Peut-être je peux donner un petit point de vue bruxellois, parce qu'il se fait qu'on a une histoire particulièrement chargée dans le domaine de la démolition. On a même donné naissance à un terme qui apparemment désigne, la bruxellisation, qui désigne le fait d'aller détruire des tissus urbains traditionnels pour construire une autoroute urbaine ou un parking ou des tours de bureaux fonctionnalistes. Donc moi j'ai un peu grandi dans ce terrain-là avec des comités de quartier très actifs contre des luttes, très actifs sur des luttes contre des démolitions, en particulier des démolitions prématurées de bâtiments qui sont démolis absolument pas parce qu'ils seraient devenus complètement usés, insalubres ou dangereux, mais simplement dans des logiques de bilan comptable où au bout de 20 ans on l'a amorti, et donc puisque comptablement il ne vaut plus rien, architecturalement, matériellement il vaut plus rien. Il y a très récemment un petit bouquin qui est paru par une personne qui a été à la tête de pas mal de ces comités de quartier et de ces luttes, qui montre tous les grands projets auxquels on a échappé à Bruxelles. Donc toutes ces idées un peu modernistes, simplificatrices, ces grandes réalisations qui auraient enchaîné ou entraîné des démolitions abusives. Et en fait, c'est frappant de voir ça. Et je pense que peut-être c'est aussi un terrain. Et à Bruxelles, il y a eu des architectes qui ont été très, très actifs sur ce front-là. Je pense qu'il y a une actualité de cette question-là aujourd'hui.
et qui commence par déconstruire cette idée que le réemploi serait une solution à la démolition. En réalité, c'est tout l'inverse qui est vrai, d'après notre expérience. Moins on démolit, mieux on récupère. Si on doit mettre à bas tout un bâtiment en quelques semaines, c'est impossible d'aller caser la moindre opération de récupération. On va se retrouver avec des débris qui, au mieux, iront irriguer l'industrie du recyclage et au pire, finiront dans les fours à ciment ou d'autres formes d'enfouissement. À l'inverse, si on part d'un postulat de préservation assez radical de ce qui est déjà là, qu'on change son regard pour apprécier ce qui est déjà là, qu'on valorise tous les métiers qui ont fait en sorte que le déjà là soit en fait un encore là qui a perduré dans l'existence grâce à toutes ces pratiques d'entretien. Bref, si on valorise ou qu'on on donne de la valeur à ça et qu'on limite les interventions à la fois en termes de démolition, mais du coup, de facto, en termes de nouveaux matériaux nécessaires pour les transformations, alors on ouvre des champs de possibilités en matière de récupérer les matériaux, d'utiliser des matériaux de récupération, d'utiliser des matériaux issus de filières biosourcées, locales et correctement gérées, etc. Et peut-être pour donner une lueur d'espoir, parce que j'entends un sentiment de frustration lié au caractère un peu pessimiste de nos interventions peut-être. Pour ma part, je pense que les architectes ont un grand rôle à jouer dans une reconceptualisation ou une réappréciation de ce qui est déjà là et donner à voir qu'il y a de la valeur dans l'existant et qu'on ne doit pas forcément démolir telle tour de logement ou telle barre de bureau pour la reconstruire à neuf, souvent par des choses qui ne sont pas très, très différentes de ce que ça vient remplacer. Ça demande de changer plein de choses. Comment est-ce qu'on rémunère l'architecte? Aujourd'hui, c'est encore et toujours le plus souvent une proportion du coût des travaux. Donc, en fait, il y a une espèce d'incitant assez évident à aller démolir et reconstruire massivement. On pourrait presque inverser cette logique-là et mettre des honoraires inversement proportionnels au flux de matière générée. Ça suppose d'admettre aussi qu'effectivement, l'architecte puisse ne pas être celui ou celle qui assemble des matériaux, mais puisse raconter des histoires ou puisse amener des pratiques de soins, etc. de l'existant. Mais je pense que là, il y a un terrain vraiment en fait passionnant pour la profession. Bonsoir. J'ai une petite question très concrète finalement. Par exemple, comment on convainc une mairie de construire avec les habitants des petites crèches très locales plutôt qu'une énorme en fermant toutes les petites autour, puisque c'est plutôt ce qui se passe. Nous, on n'a pas de mairie en Belgique, donc je vais... Nous, on peut faire une interpellation démocratique et voter ça, donc je pense que c'est les Français qui doivent répondre. Oui, en fait, c'était sur le principe du changement d'échelle pour diminuer d'échelle, c'est-à-dire de proposer, comment on convainc un organisme public de diminuer d'échelle, c'est-à-dire construire des petites choses avec les habitants, par exemple, plutôt que des énormes projets. Tu fais quoi comme métier pour poser cette question? Peut-être ça peut nous aider. À Bruxelles, on avait une grande pratique des contre-projets. En fait, une des manières de répondre à ces grandes opérations de modernisation, c'était de montrer qu'il y avait moyen de répondre aux mêmes besoins, mais différemment. Et les gens qui faisaient ces contre-projets, c'était souvent des architectes ou des étudiants en archi à l'époque. Ils savaient que leur projet n'allait pas être réalisé ou que ça n'allait pas forcément marcher tel quel, mais ils faisaient exister dans le champ des possibles une alternative. Et je pense que ça a eu des effets. Enfin, il y a des gens qui ont cherché là-dessus et apparemment, ça a quand même fait bouger pas mal de lignes. Donc ça pourrait être une manière. Mais peut-être un élément de réponse, parce qu'il se trouve qu'il y a 2 semaines, j'étais à un séminaire à Marne où Donc le vent se lève, c'est une pratique de toulousaine qui fait que des contre-projets. Donc il est mandaté uniquement par des collectifs de lutte pour proposer des contre-projets territoriaux et architecturaux à de la massification. Donc il en a fait un pour la 69, ça n'a pas marché.
Il en a fait un aussi pour Nantes, où en fait la mairie s'est emparée du contre-projet et a créé des instances de dialogue. Et maintenant, ils sont en train de faire un plan de quartier qui a quand même 20% de logements en moins que ce qui était prévu initialement. Donc voilà, Le Vent se lève, c'était une super découverte. Donc je vous invite à aller la voir. Son site web ne marche pas très bien, mais il est super. Bonsoir. Vous avez mentionné la pénibilité. Ouais, vous avez beaucoup mentionné la pénibilité liée au travail du réemploi. Et donc, du coup, les questions de valorisation du travail qui est parfois très laborieux. Et je voulais savoir, en fait, comment on s'y prend, en fait, pour pas prescrire du travail qui peut potentiellement perpétuer des formes d'exploitation liées à toutes ces filières de réemploi. Merci. Ouais, ça marchait pas en fait. Ouais. Très bonne question. Très bonne question. Déjà, chez Mineka, on n'exploite pas nos salariés. Donc, voilà. On met en place une culture d'entreprise qui valorise en fait le travail, hein, que ce soit au niveau des salaires ou du cadre de travail. Après, je pense qu'on peut parler de ça, Hugo, on en a déjà parlé. En fait, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est réemploi égale insertion. Et donc, on met en face des pratiques de reconditionnement du travail des travailleurs en insertion qui, finalement, coûtent entre guillemets moins cher parce que c'est des emplois subventionnés. Néanmoins, c'est pas forcément une solution. Et aujourd'hui, je ne suis pas certaine que l'emploi en insertion est une solution ou une innovation pour déployer les filières de réemploi, parce que justement ça appelle à un autre problème, à savoir en gros on met les gens éloignés de l'emploi, les pauvres, en face du réemploi, ce qui n'est pas forcément ni valorisant ni pour l'un ni pour l'autre des deux secteurs. Et en plus c'est des savoirs qui partent parce que pour exemple, chez Mineka, nous, on a mis très longtemps à recruter des personnes qui étaient qualifiées, qui savaient ce que c'était que le réemploi et qui s'engageaient dans la pratique. Et maintenant qu'il y a des formations qui existent de techniciens valoristes du bâtiment, on a réussi à consolider notre équipe qui, jusque-là, en fait, avait du mal à se pérenniser parce que compliqué à consolider, quoi. Ouais, moi, je veux bien apporter un complément. En fait, elle est passionnante, cette question, parce que elle re-questionne la place du travail dans nos sociétés de manière très large. Aujourd'hui, ce qu'on a montré dans les présentations, c'est que le réemploi est largement basé sur du travail manuel, de l'intensité en main-d'œuvre, comme on dit. Donc on a besoin de bras, on a besoin de force, on a besoin de nerfs, on a besoin de cerveau aussi, et de matière grise évidemment, mais tout ça est lié finalement au travail. Donc aujourd'hui, dans une économie, on va dire occidentale, dans laquelle le travail est beaucoup plus taxé que la matière ou que l'énergie, on se dit qu'il y a clairement un cadre structurel qui va faire évoluer pour rendre justement viable, on en revient à ces questions-là, des pratiques circulaires. Si vous allez dans d'autres endroits du monde, où justement c'est pas du tout, c'est complètement le contraire, ou si vous retournez 150 ans en arrière dans nos sociétés occidentales, vous verrez que ça marchait parce que justement le travail était beaucoup plus valorisé par rapport aux matériaux et à l'énergie. Les capitalistes, par exemple, qui développaient au 19e siècle l'industrie en Amérique du Nord, ils ne mécanisaient pas leur process parce que justement, il y avait une main-d'œuvre qui était peu chère. Donc c'est toujours un équilibre qui est à trouver entre les deux. Et pour peut-être recoller avec le thème de la massification et de l'industrialisation de la discussion qu'on a eue ce soir, en fait, c'est intéressant parce que l'industrialisation, elle est très paradoxale. D'un côté, elle promet une sorte de libération et d'émancipation justement du travail et de la pénibilité grâce à la machine. Et donc ça, c'est toute l'histoire des techniques et des critiques de la technique qui le décrit. Et d'un autre côté, à la fois, on a bien montré que c'était aussi le problème, en fait, la source du problème. Donc je pense que c'est carrément une question ouverte. Hein. Il y a vraiment une nouvelle définition, une nouvelle forme d'industrie. On n'arrête pas de parler de réindustrialisation de nos jours, là, surtout avec les crises qu'on connaît en ce moment. Il y a une nouvelle définition à donner de, en fait, c'est quoi l'industrie de demain? Est-ce que c'est à cheval entre l'artisanat et l'industrie?
Je ne sais pas, je le mets sur la table, mais clairement, je pense que c'est vraiment une question qui est au cœur de la question du développement des pratiques. Ça sera peut-être notre dernière question. Bonsoir. Toujours dur hein, d'être le dernier à poser la question. Merci pour la qualité des intervenants. Vous m'entendez? Ouais, bien parler dans le micro. Okay. Je disais toujours dur d'être le dernier intervenant, enfin, qui va poser la question. Merci pour la qualité de vos interventions et aussi autant des réponses que des questions. Alors moi, je rebondis en fait sur ce sujet parce qu'en fait, je viens d'un quartier en fait, qui a des problèmes, des dysfonctionnements d'ordre socio-économique. Et prochainement, il va y avoir un programme en rue, donc programme de rénovation urbaine. Et il va y avoir des démolitions de bâtiments qui sont prévues, 3 ou 4. Et sur ces sujets, comme j'évoquais en introduction, je voudrais savoir, selon vous, en tant qu'expert, comment on pourrait utiliser le réemploi comme outil en fait, de levier de développement du quartier dans lequel on est, comme levier de développement économique, social, et justement sur le sujet là qui vient d'être évoqué, et comment en fait on peut l'utiliser aussi pour valoriser les personnes qui seront potentiellement acteurs dessus. Et nous, on souhaiterait proposer des solutions justement aux maîtres d'ouvrage. Donc si vous avez des conseils, des informations à me communiquer, ou peut-être même de l'accompagnement, je suis ouvert. Ouais, après, j'ai déjà pris la parole avant. Alors, je peux essayer une réponse, parce que là, je crois que le mot-clé que vous avez dit, c'est valorisation. Et c'est vrai que dans le réemploi, un gros travail, c'est récupérer des choses qu'on a décidé qui n'avaient pas de valeur. Donc là, les tours, on les a démolies. Est-ce qu'on les a démolies? Déjà, est-ce qu'on s'est posé la question de ce qu'elles valaient? Et puis, c'est vrai qu'il y a tout un travail, alors qui est long, qui est minutieux, qui est juste de montrer les choses et puis de raconter leur histoire. Alors, on peut raconter leur histoire en termes financiers. On a fait ça pour une banque. On s'est dit, en fait, on va chiffrer le patrimoine, l'investissement qu'elle est en train de foutre à la poubelle. Et donc, on a fait un inventaire du bâtiment et puis après, on allait voir le prix du neuf. On dit, en fait, il y a 800 000 francs de tubes PVC que vous êtes en train de jeter. Même si on a un amortissement, etc., et puis on prend que 20% de la valeur, en fait, c'est du capital que vous perdez. Et donc, un conseil que j'aurais à donner, c'est de dire quel est le système de valeur des maîtres d'ouvrage qui ont décidé la démolition et comment on peut raconter l'histoire du bâtiment en termes de carbone, en termes financiers, en termes culturels, en termes patrimoniaux, pour dire, regardez, en fait, ce que vous avez sous les yeux, prenez le temps de venir, prenez le temps de le voir, ça a une valeur aussi dans votre système à vous, et peut-être cette valeur, on peut travailler ensemble pour la faire fructifier, ou de la cultiver, qui est un mot que je préfère à fructifier, même si ça vient de la même origine. Mais vraiment de se dire, voilà, comment on peut investir dans cette valeur, et c'est ce que font en fait je trouve le système de protection du patrimoine. Ils ont quand même été incroyablement forts parce qu'ils ont réussi à faire croire à tout le monde que parce que c'était vieux, ça allait de la valeur et que du coup, il fallait dépenser des millions pour le préserver. Ça se questionne, ça se débat de qu'est-ce qui est patrimonial, qu'est-ce qui est de la valeur, et je pense qu'amener ce débat de la valeur des choses, c'est une piste qui est compliquée, qui demande du temps, mais qui aussi est assez chouette parce que on fait connaissance avec les matériaux, on les valorise, on les montre, voilà, ça peut être des ateliers créatifs aussi. C'est vraiment on fait vivre en fait les matériaux. J'aime beaucoup cette phrase de Vinciane Després qui est faire connaissance. Alors elle parle des animaux, mais je pense qu'on peut aussi l'appliquer aux matériaux. C'est assez urgent d'aller faire connaissance avec les matériaux qui nous entourent. Oui, les plateformes, alors je déteste le mot plateforme, ça veut tout et rien dire, mais les sites de commercialisation, le terme exact, c'est site de mise en relation, site web de mise en relation, c'est une manière de valoriser les choses, parce qu'on met une photo, une belle photo,
En fait, déjà, alors Rotor, c'est les spécialistes pour les belles photos, hein, c'est pas Materials. Vraiment, n'allez pas sur notre site web. Mais c'est une manière de valoriser les choses et puis de trouver des gens qui vont se dire, ah oui, ça a de la valeur, je vais investir du temps, je vais investir de l'argent pour venir le chercher, pour venir le récupérer. Donc oui, c'est un super outil. Peut-être juste pour mentionner, nous pour le moment on est occupé à travailler sur un projet qui aborde un peu l'idée que vous venez de formuler, qui est celle de créer des espaces pour la récupération des matériaux non loin des chantiers, pour que ces matériaux puissent potentiellement resservir au nouveau développement. Et un de nos partenaires, c'est la ville de Lorient, donc quelque part en Bretagne, qui est aussi confrontée à un projet en rue. Ça a l'air d'être omniprésent en France. Et dans leur cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent de coupler ça avec un travail de co-création et d'intégration des habitants et des habitantes, ce qui ne doit pas être facile, parce que c'est des périodes évidemment traumatiques. Je pense qu'il y a, dans la question de la valorisation, on oublie aussi évidemment les attachements qui lient les habitants et les habitantes à leur environnement bâti. Et on s'en tient un petit peu vite à dire, voilà, les matériaux ne valent plus rien, donc plus rien ne vaut plus rien, alors qu'en réalité, il y a sans doute des arts de vivre dans ces bâtiments qui sont super intéressants, mais ça fait partie de raconter l'histoire un peu différemment. Voilà, toujours est-il qu'il y en a qui se font démolir malgré tout, et dans ce cas-là, effectivement, essayer de mettre en place ce type de dispositif est une piste vraiment prometteuse. On pourra en discuter après la conférence si vous voulez. Pour terminer, tu peux trouver sur le site de la CRES Auvergne-Rhône-Alpes un guide qui a été coécrit avec plusieurs matériothèques de la région, un guide opérationnel qui te donne un peu des conseils sur comment monter une matériothèque et réfléchir à la direction du montage de ce type de projet. Joanne, la CRES, CRES Oui, CRE2S. Moi, je veux bien donner un dernier exemple aussi pour incarner un petit peu le genre de truc qu'on peut développer. Alors, nous, Bellastock, en 2018, on a travaillé sur le territoire de Stein, à la fabrique du Clos Saint-Lazare, qui est un grand ensemble des années 70, en rénovation urbaine. Et le maître d'ouvrage, donc le bailleur, en gros, et la ville, nous ont dit... voilà, il y a des bâtiments qui sont démolis, malheureusement beaucoup trop comme d'habitude, et à la fois on a besoin d'aménager des espaces publics. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est de créer en fait un lieu bien positionné dans le quartier qui servait à la fois en fait de stockage temporaire de matériaux de démolition pour aménager les espaces publics. Donc on a fait des aménagements de places, du mobilier urbain et des petits édicules type loco-vélo avec des bétons en fait sciés dans les bâtiments d'origine. Et c'était intéressant parce que c'était un lieu qui mutualisait à la fois une fonction vraiment logistique et technique, mais aussi qui nous permettait de faire monter en compétences des jeunes du quartier qui venaient en formation pour se former au métier de la taille de pierre, mais avec du béton. Parce qu'on avait en fait compris qu'il y avait vraiment une analogie de savoir-faire entre des gravats de béton et des pierres en fait, et des moellons. Donc il y a une équipe, je crois, de 10 jeunes environ qui sont venus pendant 2 ans se former à ces métiers. Alors c'était super intéressant, et puis le lieu aussi servait de buvette pour le quartier. On a organisé des brocantes le week-end où tu pouvais aller chercher ta poignée de porte ou ton lavabo pour toi si tu le voulais. Mais voilà, on en est un peu revenu encore une fois parce que finalement, c'est peut-être bien de faire tout ça sur plein de plans, mais quand on a vu qu'à côté, il y avait des assos qui faisaient un truc beaucoup mieux, qui était de l'auto-réhabilitation accompagnée, peut-être que tu connais, donc qui consiste à accompagner les locataires de logements sociaux. En général, ils sont conventionnés par des bailleurs pour faire ça, à améliorer leur habitat, retaper un sol, refaire de la peinture, rénover une salle de bain ou ce genre de choses. On s'est dit clairement qu'avec avec tous les arguments qu'on a avancés aujourd'hui, c'était peut-être plus intéressant d'aller à la racine en fait, du sujet et de faire ça, quoi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous 4. Oui. Je peux faire un peu de pub. Un mini pub, mercredi prochain, rue Saint-Sabin. Of course. On vernit le livre, on a une petite table ronde. On va parler de matériaux, de réemploi et de construction. Voilà, inscrivez-vous en ligne. Bon, merci. Merci à vous 4 voilà, pour votre engagement puis la profondeur de vos réflexions ce soir, et puis pas que ce soir, parce que
c'est ce que vous portez. Et puis merci à toutes et tous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Celles et ceux qui sont là-haut, si vous n'avez pas signé notre petite feuille, s'il vous plaît, signez là en bas. On a vraiment besoin de ces signatures dans le cadre de ce projet européen. Voilà, merci à toutes et à tous. La semaine prochaine, on parlera de la construction en terre et de la manière, en terre crue, et de la manière dont elle nous conduit à travailler différemment, là aussi à se poser d'autres questions. Voilà. Et notamment, on abordera la place des femmes sur les chantiers de construction. Voilà. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.